qui reçoit pour vous un spécialiste en communication pour le développement, en la personne de M. Emmanuel Milité. Eh bien, ce débat convainc-moi de ce matin sera consacré au concept de l'alphabétisation au Bénin. Important domaine aux chantiers énormes où divers acteurs et gouvernements s'emploient à vulgariser les actions dans ce sous-secteur de l'alphabétisation. Par le passé, un ministère a dû y être consacré, mais a tout fait de disparaître sous les intrigues politiques en République du Bénin. Où en sommes-nous à ce jour réellement dans le domaine de l'alphabétisation? Qu'est-ce qui y est fait et quels sont les ennuis ou obstacles à l'alphabétisation en République du Bénin? Ce sont là les questions que nous aurons à poser à notre invité, M. Emmanuel Milité, présent déjà à nos côtés. Bonjour, M. Milité. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté de faire le déplacement C'est moi. pour nous éclairer, pour éclairer notre antenne sur ce qu'il convient d'appeler l'alphabétisation au Bénin. On va, au cours de ces échanges, faire l'état des lieux de l'alphabétisation en République du Bénin. Pardon, je vous sais acteur, très actif dans ce domaine. Vous faites partie du réseau, vous faites partie, je dirais, d'une fectière dans le domaine de l'alphabétisation. Vous nous le préciserez tout à l'heure. Alors, monsieur Emmanuel Milité, qu'est-ce qui y est fait à ce jour? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis, comme vous l'avez dit, Emmanuel Milité, d'accord, sociolinguiste, traducteur, communicateur, spécialiste en communication pour le développement. Et donc, je suis acteur, comme vous l'avez dit, de l'alphabétisation depuis une bonne vingtaine d'années. Et je suis membre du conseil d'administration du RENOPAL. Le RENOPAL s'entend le réseau national des opérateurs privés, le réseau national pour la promotion surtout, pour la promotion de l'alphabétisation et des langues. Donc, RENOPAL, réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas trompé de profil. Bon, je crois. Et donc, je suis en charge de la communication, pour ne pas dire conseiller vraiment la communication au sein du réseau. Bon, cela dit, l'alphabétisation et qu'est-ce qui est fait à ce jour, il faut dire que l'alphabétisation a bien connu un certain nombre de périodes, c'est-à-dire 3 périodes majeures. La première est de 1972, en tout cas avant 1972 jusqu'à 1972, où l'alphabétisation était une activité à caractère évangélique. C'était pour des buts évangéliques, un but d'évangélisation au départ. Ensuite, on a connu la période de 1972 à 1990, où l'alphabétisation était une activité de masse. Et il y avait beaucoup d'implications de l'État. Et après 1990, il y a eu, vous l'avez mentionné, à une époque où on a eu le ministère de l'alphabétisation. Avec l'intégriste de l'intégrité, professeur Béonvi. Bien entendu. Et, donc jusqu'à 1990, donc à cette période, il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup d'innovations. Et on a connu la période où il fallait déprogrammer les savoirs en matière d'alphabétisation. Ça a été piloté par le professeur Djifwesi, et donc en charge du projet de génération de l'alphabétisation au sein du ministère en charge de l'alphabétisation dont on a parlé tantôt. Donc à cette époque, il y a eu beaucoup je veux dire, on a remué un peu ce secteur. Et de réformes sensibles. Tout à fait. Donc il y a eu cette période-là où il y a eu beaucoup d'innovations. On a connu les approches innovantes en matière d'alphabétisation et on a connu le faire-faire. Le faire-faire, c'est une construction du document de politique nationale de l'alphabétisation, DEPOLINA, et donc qui a commencé sa mise en œuvre. On était en 2007, puis ça a démarré, mais ça n'a pas prospéré. Ouais, c'est revenu, ça a été repris avec le ministère en charge de l'alphabétisation, donc en 2011, si ma mémoire est bonne.
Et donc jusqu'à aujourd'hui, le faire se poursuit. Et il y a maintenant, actuellement, que le gouvernement de la rupture a retenu de faire de l'alphabétisation une activité qui se met en lien avec la formation professionnelle. Et donc pour donner une nouvelle dynamique à cette activité-là. Donc voilà où nous en sommes pour retracer les différentes périodes. Et voilà. C'est la charpente, tout à fait. La grande charpente, je dirais, de ce qu'il convient d'appeler l'historique de l'alphabétisation au Bénin, brièvement présenté. Mais comment l'alphabétisation s'exprime-t-elle sur le terrain réellement? Bon, voilà, je dis, c'est avec le... Au-delà des réformes. Tout à fait. C'est avec le faire que ça a vraiment connu un coup de fouet. Et parce que, souvenez-vous, moi je suis entré dans 1999, et là c'était au moment où on réfléchissait sur la politique nationale de l'alphabétisation, le document dont j'ai parlé. Mais en son temps, le taux d'analphabétisme au Bénin était de 80% environ. 80%. Donc, 80%. Énorme, hein? de personnes analphabètes au Bénin. Donc, il n'y avait que 20%. Seulement 20% de lettrés. Donc, le défi était énorme. Et bon, il faut dire qu'avec les efforts qui étaient faits, il faut dire qu'il y a eu, avant le faire, comme j'ai dit, il y a eu que les organisations de la société civile qui s'investissaient dans le domaine de l'alphabétisation s'y sont investies réellement. Chacun y allait de son allant et on essayait de faire quelque chose, de faire ce qu'on pouvait. Donc il y avait beaucoup de floraisons d'ONG qui s'investissaient dans l'alphabétisation. Et donc c'est à ce moment-là que le ministère de l'alphabétisation est intervenu pour réorganiser les choses et on a connu donc, la mise en œuvre du faire. Voilà. Donc il y a eu des efforts qui ont été faits pour remonter la pente petit à petit. Mais il faut dire que le faire est venu donner un coup de fouet, un grand coup de fouet, parce que ce taux a connu une nette amélioration en tout cas. Comment se décline le faire? Le faire, c'est justement je veux dire, un système de marché public que les opérateurs du domaine de l'alphabétisation gagnent après avoir soumissionné et donc auprès du ministère en charge de l'alphabétisation. Et ils ont un contrat et ils doivent remplir ce contrat en alphabétisant un certain nombre de personnes, donc de populations. Et au départ, en 2007, je crois, le faire avait été lancé et il y a eu des adjudicateurs, mais ça a été suspendu avec l'avènement du ministère. Donc, qui a dû mettre, le professeur Guyanvi, comme vous l'avez cité, a dû mettre les choses d'abord pour voir clair et puis réorganiser. Donc, ça a été relancé en 2011 et c'est en ce moment que la première édition du faire a eu lieu. Il y avait 30 ONG qui étaient contractantes auprès du gouvernement pour mettre en œuvre cette activité-là sur toute l'étendue du territoire, dans les 12 départements. Et après cela, il y a eu une autre édition, c'était en 2014, 2015. Et là également, l'effectif a diminué un peu. Et donc la couverture, je veux dire, du territoire a diminué un peu. Et en 2017-2018, ça a chuté totalement, parce que ce n'est plus tous les départements qui ont été pris en charge. Il y a eu que 6 qui ont été pris en charge, et ça a fait que la couverture a baissé. Et puis, il y a eu une édition en 2019, et puis voilà, ça se poursuit cette année encore, ils ont lancé. Donc c'est à la faveur de cette du faire donc que le taux de couverture est augmenté et
l'impact sur le taux d'analphabétisme au Bénin a également baissé. Donc on a progressé jusqu'à 67%, et après c'est devenu, ça a baissé, donc jusqu'à 60% environ, et puis aujourd'hui, avec les derniers chiffres que nous avons écoutés de la part du directeur de l'alphabétisation, je crois que ça doit être à 51%. Bon, c'est une grande avancée. Il faut dire que ce qui a fait baisser, parce qu'on était à 60% l'année dernière déjà, l'année dernière on était à 60-61% environ, c'est ce que je crois. Et aujourd'hui, si on parle de 51%, il faut reconnaître qu'il y a eu la mise en œuvre d'un, d'un projet piloté, financé par la coopération suisse, qu'on appelle le PAGEDA, le projet d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation, où les communes sont impliquées. Et ça s'est passé au nord, et dans le département du Nord, je crois, ou la Libourie. Et donc ça a eu un effet, un impact sensible sur le taux d'analphabétisme. Ça explique que ça soit passé directement de 60 à 51%, comme on dit maintenant. Et c'est important de le mentionner. Donc le PAGEDA a été une très grande expérience, une expérience très prometteuse en matière d'alphabétisation, initiée et financée par la coopération suisse. Le souhait a été que cela puisse couvrir tout le territoire, et de façon à ce qu'on n'ait plus à parler d'analphabétisme, même si ça devrait exister, et ça ne pourrait être que des situations, des cas isolés. C'est le souhait. Donc voilà comment ça se fait sur le terrain. L'opérateur qui contracte a forcément une équipe sur le terrain. Il organise l'activité dans son domaine territorial. On appelle ça unité territoriale. Oui, mais en quoi faisant? Des écoles, c'est des écoles, des associations, je ne sais pas, c'est des groupes d'enfants, de dames dans les villages. Oui, l'alphabétisation, pour le moment, concerne la tranche d'âge de 15 ans, de 15 ans à plus. De 15 ans et donc les jeunes, les adultes. Voilà. Donc à partir de 15 ans. À partir de 15 ans. Sinon, vous êtes supposé être à l'école. D'accord. Vous êtes supposé être à l'école. L'éducation de base étant indispensable, une prescription. Donc, c'est la fin essentielle. Maintenant, en cas de déscolariser, des enfants déscolarisés, ils sont pris en charge. Là, vous parlez des déscolarisés. Forcément. Et les non scolarisés, ils sont justement. N'ont-ils pas accès à l'alphabétisation? Il y a une extension qui est faite sur le terrain, qui prend jusqu'à. Bon, ce n'est pas la norme, parce que si vous prenez un enfant de, 9 ans, 10 ans, ça fait pas très bien, même si il y a l'alternative éducative. Il y a les projets d'alternative éducative et qui prennent en compte ces enfants déscolarisés. Il y a des structures, des ONG, des organisations de la société civile, des ONG, qui sont membres du RENOPAL et qui officient dans les alternatives éducatives, où on prend en compte ces enfants-là qui n'ont pas été scolarisés, qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés, on les prend en charge. Et donc ça existe. Il y a des projets qui on appelle s'occupent. Il y a par exemple. Vous savez pourquoi je vous pose la question ici, Monsieur Milité? On parle d'alphabétisation, mais moi je n'en surprends jamais. Je ne connais pas des écoles d'alphabétisation comme on en connaît, des cours primaires, des collèges et autres. Vous le faites où? Je sais pas, dans les paroisses? Vous le faites, je ne sais pas, dans les salles réservées au règlement des conflits de village? Ça se fait où et concrètement? D'accord. Où vous occupez les écoles les samedis ou dimanches pour l'alphabétisation? Je veux comprendre. D'accord. Il y a des normes de qualité qui sont prescrites en matière d'alphabétisation. Il y a des normes de qualité. Et, comme il y en a à l'école aussi, les normes EQF. Tout à fait. Et qu'il faut reconnaître aussi que même au plan des curricula, l'alphabétisation ne se fait plus en l'air comme ça. Il y a des curricula, il y a des référentiels. Et donc, tout cela, on pourra en parler après. Mais ça veut dire que ce n'est pas... Déclinez-nous quelque part. Non, je vous prie, ce n'est pas des choses qui se font en l'air, mais ça ne se fait pas n'importe où non plus. D'accord. Il
il y a des salles d'alphabétisation, des classes d'alphabétisation, des salles d'alphabétisation, des salles dédiées aux activités d'alphabétisation, ça dépend des localités. D'accord. Et dans les zones rurales, il y a des salles qui sont dédiées aux activités d'alphabétisation. Maintenant, avant ça se faisait sous les arbres. Les normes de qualité sont proposées à cela. Donc on n'a plus le droit de faire l'alphabétisation sous les arbres, etc. Il faut forcément un cadre, à tout le moins un patam qui soit réalisé pour la circonstance. Et un minimum de conditions de confortabilité pour que les apprenants puissent être dans les conditions d'apprentissage. Pouvoir assimiler plus facilement. Bien entendu, il y a forcément un cadre en termes d'environnement également et à l'interne. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises et qui sont prescrites par les normes de qualité en matière d'alphabétisation. Donc il y a les salles de classe, c'est vrai. Et parfois, il est recommandé que ce soit dans les salles de classe et si les activités sont organisées de façon à ne pas perturber les activités formelles d'éducation formelle, d'accord, mais faire en sorte que les activités d'éducation formelle ne perturbent pas les activités d'éducation non formelle, donc l'alphabétisation. Donc, soit s'il y a des écoles dans le milieu ou le village ou dans la localité, et s'il y a des heures où les écoles n'ouvrent pas, d'accord, et donc on occupe les salles de classe à ces heures-là, et tantôt c'est parfois des églises qui ont des salles. Il y a des paroisses qui ont des salles d'alphabétisation, il y a des paroisses qui ont des salles de catéchisme, par exemple, où il faut le catéchisme. Et ces locaux sont prêtés en cas de besoin prêtés aux apprenants qui mènent les activités d'alphabétisation. Les opérateurs organisent la tenue de ces activités, la mise en œuvre de ces activités de façon à avoir les résultats contractuels et avec l'État dans le cas du FFR et avoir les résultats contractuels. Donc la direction départementale en charge de l'alphabétisation aussi organise de façon à ce que les activités ne se mènent pas pêle-mêle et puis que les normes soient respectées. Donc il y a un suivi. Il y a forcément un suivi. Dans le cas du FFR, si vous voulez, parce que je dis dans le cas du FFR, parce qu'il y a d'autres qui se font, le PAGEDA par exemple, et le FFR, et puis il y a d'autres partenaires, d'autres OPA qui reçoivent des financements, d'autres partenaires et qui mènent également et organisent des activités d'alphabétisation. Et voilà, donc le RONOPAL couvre tout cela. Parce qu'ayant fait énormément de plaidoyer auprès du gouvernement pour que le faire puisse démarrer, et donc le RONOPAL également a la responsabilité du suivi des activités de faire sur le terrain, en même temps que le RONOPAL est impliqué dans le choix des opérateurs privés qui contractent dans le cadre du PAGEDA. Justement. Et voilà, à vous entendre, M. Milité, on comprend aisément que le gouvernement a délégué en quelque sorte la gestion, une partie de la gestion de l'alphabétisation au privé, à ceux que vous appelez des opérateurs. Mais comment sont-ils recrutés? Sous quel diplôme? Quelle instance les a formés et de quoi, quelles sont les armes dont disposent ces opérateurs dont vous parlez? Parce qu'il ne faille pas vouloir alphabétiser encore et tuer le peu de niveau que les citoyens ont. Vous avez parlé des niveaux et nous sommes en train de parler de l'alphabétisation. Donc c'est un jardin qui n'est pas cultivé et qu'on veut aider à cultiver. Donc on ne va pas parler des niveaux, déjà qu'il s'agit des analphabètes totaux. Et donc, qui n'ont pas de niveau. Pas pour dire qu'ils ne connaissent rien. Non, ils connaissent forcément. Ils ont le minimum d'intelligence. Forcément. Le savoir et la connaissance, ça fait. Comme nous l'exige la pédagogie, il n'y a pas d'apprenant neutre. Le savoir, nul. Forcément, il n'y en a pas. Et la PDT, qui est des approches innovantes, en tient compte. Tout à fait. Mais vous avez posé la question. En fait, les opérateurs, comme on les appelle, je veux dire que relèvent. Comment dire, le RONOPAL est la fêtière d'une centaine d'organisations et de cabinets, bien entendu. Reconnus par l'État parce qu'ils sont enregistrés en bonne et due forme. Donc, les cabinets, par exemple, il y a des cabinets qui sont spécialisés dans les questions d'alphabétisation, qui ont des connaissances techniques et qui mettent à disposition du sous-secteur. Et donc,
Tout cela relève du RENOPAL. Ils sont membres du RENOPAL. Donc, les membres du RENOPAL on espère que le recrutement de ces cabinets se fait de manière impartiale. Enfin, on n'est pas dans le secret des dieux. Alors, à ce niveau, je dois fluctuer, je dois, butiner sur le PAJDA, le FFR et puis d'autres. Donc, RENOPAL, c'est tout ça. Donc, je ne suis pas fiché sur une seule approche. Alors, le recrutement dont vous avez parlé, je dis que les opérateurs dont on parle sont membres du RENOPAL. Et le RENOPAL est partenaire du ministère sur la question d'alphabétisation. Donc, nous sommes partenaires. Quel ministère n'existe plus? Le ministère, il y a toujours un ministère qui s'en occupe. Oui, comme vous avez parlé du ministère de l'alphabétisation. C'est le ministère de l'éducation, qu'on appelle des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. C'est ce ministère qui est le ministère du TEL, le ministère en charge de l'alphabétisation, à travers sa direction technique. Donc, la direction de l'alphabétisation, la direction de la promotion et de l'alphabétisation. Voilà. Et donc, direction de l'alphabétisation de la promotion des langues, la direction de l'alphabétisation de la promotion des langues, DAPLN. Donc, voilà, donc nous sommes partenaires. Le RENOPAL est partenaire donc, du ministère à travers la direction, à travers le fonds. Il y a un fonds d'aide à l'alphabétisation, oui, à l'éducation en langue. Donc le FAPLN, maintenant c'est FAPLN, Fonds d'appui à la promotion de l'alphabétisation des langues, voilà, donc de langue nationale. Voilà. Donc, cette direction, c'est la direction technique qui s'occupe de l'alphabétisation. Il y a la DIPIC qui s'occupe de l'aspect qualitatif, de l'aspect qualité, normes de qualité, en matière d'enseignement, apprentissage. Si nous parlons de l'alphabétisation, c'est assez organisé, c'est très organisé. Depuis, comme je dis, depuis l'avènement du ministère où les cadres ont, les partenaires en tout cas, l'ensemble des acteurs sont organisés pour réorganiser le secteur. Je pense que c'est assez organisé. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et voilà. Alors, oui. Oui, je vous laisse poursuivre. Voilà, donc le recrutement, en tant que partenaire, donc, du ministère, et il nous fait confiance pour demander, je veux dire, à rendre disponibles nos membres. Y a-t-il un cadre d'évaluation des alphabétisés Forcément, tout à fait. Comment vous rendez-vous compte de ce que voilà, les enseignements ont été bien assimilés, que les prérequis et préacquis ont été bien maîtrisés? Tous les opérateurs qui sont impliqués, qui soumissionnent et qui sont impliqués, que ce soit le FFR, que ce soit le PAJDA, sont des opérateurs membres du RENOPAL. Donc le RENOPAL a un œil sur tout ce qui se fait et s'organise pour que les résultats produits par les opérateurs soient des résultats à la mesure des attentes donc des commanditaires. Et donc voilà, pour le recrutement, ce n'est pas des individus, c'est des ONG et qui ont des compétences, et qui ont des expériences, et qui ont des dossiers. Et quand vous vous soumissionnez pour gagner le marché FFR, vous avez un dossier et il y a un certain nombre de critères auxquels il faut, qu'il faut remplir, etc. Donc c'est apprécié au niveau de... Quelle appréciation l'État, le ministère porte sur votre réseau? Parce qu'à vous entendre, votre réseau est assez puissant, là, ou assez crédible. Mais bien entendu, nous sommes les seuls, à l'heure où nous parlons... Que retient l'État? Que peut-on retenir du rapport que vous présentez à l'État chaque année? Nous sommes partenaires... Pour finir. Oui. L'émission? Oui. Sérieusement. Bon, je crois que le partenariat, il est gagnant-gagnant. Il est gagnant-gagnant en ce sens que le RENOPAL a pour mission d'appui, d'accompagner le gouvernement dans ses objectifs, donc dans son rôle régalien, notamment de l'éducation, de la promotion de l'alphabétisation, je veux dire de la réduction du taux d'analphabétisme, pour rendre davantage les populations
actif à contribuer au développement. Je ne sais pas, il y a tellement de choses à dire que là, je ne sais pas par où. Une chose est sûre, c'est que... On pourra y revenir, assurez-vous. On pourra y revenir sur d'autres volets de l'alphabétisation. Oui, bien entendu. Parce que justement, parce que vous avez dit les difficultés qui empêchent d'aller, les difficultés... On peut y conclure. Elles sont énormes. Bon, pour moi, c'est le financement du secteur. Vous avez dit que l'État dispose d'un fonds, c'est à croire quand même qu'il y a une cagnotte, une grosse cagnotte. Je veux dire, une caisse, un appel de fonds. Une caisse, elle est matérielle, elle a une forme, mais elle a aussi un contenu. Donc il y a la caisse, mais il y a le contenu de la caisse. Donc nous parlons du contenu de la caisse qui pourrait davantage aider à atteindre les résultats. Donc c'est de ça que je veux parler. Et le problème majeur, c'est le problème du financement du secteur. Il n'y a que la coopération suisse que nous saluons à toutes les occasions au passage, ou pour ce qu'elle fait pour l'alphabétisation depuis des années. Et je dis qu'il n'y a pas beaucoup de bonne volonté qui soit disposée à appuyer le secteur. C'est le problème du financement. Il n'y a que la coopération suisse. Et il n'y a que l'État, justement, qui fait ce qu'il peut. C'est déjà important. Il y a l'État, il y a un organisme international. Je vous en prie. Il y a l'État fait ce qu'il peut, je l'ai dit, par respect pour les efforts que l'État est en train de fournir ces dernières années. Ce n'est pas pour autant que je dis que c'est déjà tout, parce que ce n'est pas encore le cas de ce qui est attendu. Et c'est déjà un bon début. Nous ne sommes plus au début. Nous ne sommes plus au début. C'est de ça que les questions ne sont plus au début. On ne peut pas parler de début. Non, aujourd'hui, nous ne sommes plus au début. Mais vous savez, ce n'est pas facile. Et lorsque les priorités ne sont tous les pas... secteurs d'activité ne disposent pas d'un fonds, ne disposent pas d'assez de suivi, vous êtes assez bien organisé. C'est ce qui me fait dire déjà que vous avez déjà bien commencé. Il n'y a de développement que d'hommes, je ne sais pas si j'ai bien cité l'auteur. Et le développement commence par... Et l'homme, c'est l'éducation d'abord. Et c'est l'homme éduqué qui contribue au mieux développement d'une nation. Donc, si on doit mettre en marge, ce n'est pas le cas, je ne veux pas le dire comme ça, mais il y a une frange de la population qui n'est pas active du point de vue intellectuel pour accompagner aisément la dynamique en cours. Donc, c'est à cela que nous continuons notre plaidoyer pour dire que ce n'est pas sur un plateau que ça se fait, mais c'est également sur un plateau que la communication et le plaidoyer peut aussi passer. Donc, c'est toujours notre souhait que cet aspect du financement soit revu davantage à la hausse pour permettre d'atteindre en tout cas plus facilement les objectifs. Merci, M. Emmanuel Milité. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication pour le développement, membre de Rénopal. Avec vous, nous avons tenté de faire un bref état des lieux de l'alphabétisation au Bénin. Nous avons connu les grosses périodes qui ont vu naître et évoluer l'alphabétisation en République du Bénin et vos différentes activités, et sans oublier les obstacles que vous rencontrez aussi. Merci du courage. On pourra vous retrouver très bientôt pour aborder encore d'autres pans de ce secteur d'activité qu'est l'alphabétisation en République du Bénin. C'était Convainc-moi.